C'est parti pour 17 km jusqu'à Saint-Côme-d'Olt. Ce matin il pleut, mais ça se découvre rapidement du côté de Saint-Côme. Et là on prend un chemin différent d'habitude parce qu'il y a des travaux sur le pont. C'est parti les premiers. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Voilà. On va remonter sur le Causse avant de redescendre sur Saint-Côme-d'Olt. Donc je vous retrouve une fois en haut. Ah, j'aperçois Nico là-bas devant nous. Nico qui était au gîte l'Oasis del Camino avec nous hier. Il y avait une bonne ambiance. Et l'hébergeuse Sylvie, super sympa. Il y a un pivert dans le coin. Bien, maintenant qu'on a terminé cette première grosse montée, ça devrait descendre jusqu'à Saint-Côme-d'Olt. Avec peut-être des petites côtes, je me souviens plus très bien. Et donc, nous allons pouvoir reprendre cette série sur les Templiers. Mais après que j'ai mis de l'ordre dans mes idées et dans mon script que je n'ai pas écrit, pour changer. Hier, je vous disais qu'Hugues de Pin, en 1127, partit avec quelques joyeux compagnons vers l'Occident, fort du soutien de Bohémond II, roi de Jérusalem. Hugues de Pin avait en fait 3 objectifs principaux. Premier objectif, ne pas buter contre un caillou en vous parlant. Donc la suite après les cailloux. Bien, je reprends. Premier objectif d'Hugues de Pin, faire reconnaître la milice qu'il a fondée par l'Église et lui donner des règles de vie. Parce que jusqu'ici, les chevaliers du Saint-Sépulcre suivent la règle de Saint-Augustin. N'empêche que les se battre le ventre vide, c'est quand même moyen. Deuxième objectif d'Hugues de Pin, donner une légitimité aux actions de sa milice. Parce que jusqu'à présent, la dénomination de moine soldat est en contradiction totale avec l'organisation ternaire de la société. Voilà, tu poses bien. Tu tournes la tête un peu vers moi, s'il te plaît. Non, plus. Quelle ingratitude. Troisième objectif d'Hugues de Pin, recruter de nouveaux chevaliers. La suite après les vaches. La tournée promotionnelle de nos chevaliers commencera en Anjou
Parce que boire un petit coup de pinard avant de monter sur scène, ça donne du cœur au ventre. Elle se poursuivra en Poitou, en Normandie et en Angleterre. En Poitou, une noble du nom de Ségolène R interpelle Hugues de Pin. S'il y a besoin d'un grand maître, je suis disponible. Je crois que je vais plutôt aller au café là. C'est la première fois qu'on s'arrête. Bon alors toi t'es le caissier. Il est... Bien, après cette pause café et cake anglais, il est temps de repartir. Il nous reste un peu plus de 9 km à faire. À la fin de sa tournée en Occident, Hugues de Pin participe au Concile de Troyes, le 13 janvier 1129. Concile qui mènera à la fondation de l'ordre du Temple, qui va se doter d'une nouvelle règle, la règle de Saint-Benoît. Il va falloir que je révise la règle de Saint-Benoît. Bon. L'originalité de la nouvelle milice qui allie à la fois combat spirituel et combat dans le monde est soulignée par Bernard de Clairvaux dans son éloge de la nouvelle milice, dont je vous éviterai le nom en latin parce que je ne l'ai pas retenu. Tu aurais pu le noter au lieu de faire la sieste. Nous voyons apparaître les premiers châtaigniers qui constituaient, il y a encore de cela pas si longtemps, une source de nourriture importante dans les campagnes que nous parcourons. Et comme la descente risque d'être un peu glissante, je vous retrouve en bas. Cette descente est plutôt cool, même s'il y a un petit vent froid. Et on continue toujours notre descente vers ces riantes contrées de la vallée du Lot. Et on descend pas mal parce que Saint-Chély-d'Aubrac est à 800 mètres. Et là, on va descendre à peu près 350 mètres. Et il commence à faire chaud. Alors que ça fait 5 minutes que j'ai mis la veste. C'est malin. Je me souviens que la dernière fois dans ce passage, il y avait plein de feuilles mortes dans lesquelles je m'enfonçais jusqu'au mollet. Mais là, a priori, il y a eu tellement de passages que la majorité des feuilles mortes ont été balayées. Bon, là je vais faire attention parce que la dernière fois, j'avais raté un embranchement
ce qui m'avait obligé à inaugurer une variante du chemin que j'avais baptisée la variante des pissenlits. Et les raidillons de fin d'étape habituels. Ah, le raidillon de fin d'étape. Mais comment Clémentine m'a largué? Mais t'as pas le droit. Bien, après cette montée qui a bien calmé tout le monde, sauf Clémentine, il est temps de repartir, parce que j'ai fait une petite pause, le temps que les battements de mon cœur descendent de 12 000 par minute à un rythme un peu plus raisonnable. Il nous reste à peu près 3,5 km à faire. Tout à l'heure, dans la grande descente, j'étais super bien, que j'ai pas vu les kilomètres passer. Et du coup, les Templiers se sont évanouis dans les brumes du temps. C'était une branche. Qui dit grosse descente caillouteuse, dit grosse montée derrière. Bon ben, avec tout ça, je sais plus où j'en étais. Demain, je vous parlerai dont la manière de l'Église a pu, non pas grâce à un amendement porté sur les évangiles, mais grâce à certains textes judicieusement composés, permettre à des moines soldats d'aller fracasser les crânes de l'adversaire sans se retrouver en enfer ou au mieux au purgatoire. Mais tout ça, ce sera demain. Note bien tes textes sur des fiches surtout. Voilà, là-bas en bas, c'est Saint-Comdolt. Saint-Comdolt avec son église au clocher torsadé. Les 4 derniers kilomètres m'ont paru 2 fois plus longs que les 10 premiers. Voilà, nous arrivons à Saint-Comdolt. Et comme l'hébergement n'ouvre qu'à 15 h et qu'il n'est même pas 1 h, on va se poser quelque part pour manger un sandwich au pâté. Fin de cette étape d'un peu plus de 15 km et demi, dont la fin nous a semblé quand même assez longue. Demain, ce sera Estaing à un peu plus de 20 km. Là, le gîte n'ouvre qu'à 15 h, donc on va attendre un petit peu. Et on est en plein centre historique. À demain pour de nouvelles aventures.